Allô la planète, vous embarquez ? Allô la planète. Allô la planète, de retour du Van Life Expo de Rennes, édition 2026. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Van Life Expo de Rennes, où le studio de la web radio de voyage Allô la planète est présente pour réaliser des interviews. Bienvenue au micro, Arthur, qui a voyagé essentiellement sur le continent africain et en véhicule plutôt baroudeur. Bonjour, merci. Donc Arthur, est-ce que tu peux nous rappeler quel est le véhicule exact avec lequel tu as voyagé le plus récemment ? Et puis on va revenir un petit peu sur ta vie passée de voyage et voir si tu avais toujours ce véhicule-là ou si tu as expérimenté autre chose. Ouais, ça marche. Du coup, là, je rentre presque un an et demi de voyage avec un Land Rover Defender. C'est un 110 TD5 qui date de février 2007, exactement. Donc trouvé d'occasion ? Ouais, trouvé d'occasion. Il appartenait à l'armée espagnole jusqu'en 2011. Et puis après, il a été racheté par un couple qui habitait dans les Pyrénées et qui ont voyagé 11 ans avec. Wow. Mais ils voyageaient que en vacances, donc des petits voyages de 2 semaines, 3 semaines maximum. Mais ils ont beaucoup voyagé en Europe. Ils sont allés une fois au Maroc. Mais sinon ils sont restés sur le continent européen. Et puis moi, je l'ai racheté en août 2021, exactement. Pas avec un projet de voyage particulier, mais j'avais déjà eu plusieurs autres véhicules avant. Et voilà, donc j'avais vendu le dernier véhicule à l'été 2021 et je cherchais un 4x4. Et puis voilà, j'ai trouvé celui-ci. Donc ce véhicule qui n'avait jamais voyagé sur un autre continent que le continent européen, du coup tu n'avais pas d'appréhension sur le comportement parce que du coup tu n'avais aucune information là-dessus ? Alors non, pas trop d'informations. Après, j'avais déjà eu 3 véhicules aménagés avant, vraiment très différents. Et puis je suis très bricoleur depuis longtemps. Donc, et puis en fait avant de l'acheter, j'étais déjà allé dans un salon qui ressemble un petit peu à celui-là, qui est plus petit, et j'avais déjà l'intention d'acheter un 4x4, je savais pas lequel, et justement j'allais dans ce salon parce que je voulais voir qu'est-ce qui existait, qu'est-ce qui était possible. Et puis j'ai rencontré plusieurs membres de l'association du Brésilland qui m'ont convaincu d'acheter un Land Rover. Parce que je pense que c'est ce qui me convenait le mieux, parce qu'en gros, dans les 4x4, pour voyager au long cours, il n'y a que 2 marques qui se démarquent, c'est Land Rover et Toyota. Les deux sont géniales, très fiables et comparables. Mais moi, je préférais Land Rover parce que c'était plus facile à bricoler. Les Land Rover, ils sont construits à la main dans les usines et tout est assemblé avec des rivets. Et, en gros, on peut tout réparer soi-même. Les pièces coûtent pas cher. Alors effectivement, c'est moins fiable qu'un Toyota. On a plus de petites pannes, mais c'est des pannes qui coûtent rien à réparer ou avec du fil de fer et du scotch, ça marche quoi. C'est pas mal. Et du coup, les pièces, tu les trouves partout ? Oui, on trouve des pièces partout. C'est des véhicules qui ont été utilisés sur les 5 continents. Et la production s'est arrêtée en 2016, mais il y a quasiment tous les véhicules construits qui roulent encore. Donc c'est des véhicules hyper facilement réparables. Il y a encore des entreprises qui construisent des pièces neuves. Donc on en trouve absolument partout. En tout cas en Afrique, j'ai jamais eu de problème. Et toi, d'où est venue cette envie de voyage ? C'est quelque chose que tu as grandi, tes parents t'emmenaient en voyage ? Oui, alors moi le voyage ça vient de très très loin. J'ai une grand-mère qui vient de Madagascar et puis une famille assez éparpillée avec un grand-père qui vient de Marseille, d'autres grands-parents qui venaient de Paris et puis du Nord-Pas-de-Calais, enfin un peu partout. Et puis de la famille en Argentine aussi, des lointains cousins, bref. Et puis moi j'ai grandi dans une famille avec des parents très ouverts sur le monde. J'avais un papa et une belle-mère qui accueillaient des migrants chez eux. Et puis qui nous ont fait voyager un petit peu avec une voiture et puis une tente au sol quoi. Et puis donc mes parents étaient séparés et puis ma mère elle nous faisait voyager aussi, mais plus dans les Club Med, des hôtels, c'était un autre genre de voyage. Et puis après j'ai voyagé, quand j'ai eu mon permis à 18 ans et quelques.
Et j'ai découvert la liberté de juste mettre un matelas dans ma voiture et de partir et de dormir n'importe où. Et depuis, j'ai ajouté un petit peu de confort au fur et à mesure. Et puis voilà, là aujourd'hui, c'est un hôtel 5 étoiles ma voiture. Mais voilà, donc ça vient de là. Et puis donc moi après dans ma carrière pro, je suis éducateur spécialisé. J'ai travaillé pendant des années dans l'accueil des demandeurs d'asile, des migrants. Donc je voyageais pas physiquement, mais tous les jours je devais parler plusieurs langues, rencontrer des dizaines de nationalités différentes. Donc c'était quand même un voyage sans se déplacer physiquement. Donc j'ai toujours un peu baigné là-dedans. Et voilà, après quand j'avais du temps libre, je partais quand je pouvais en van. J'ai fait un tout petit peu en sac à dos et puis quand j'ai découvert juste de mettre un matelas dans ma voiture, je disais plus jamais je pars en sac à dos, c'est fini. Faut se préserver. Qu'est-ce qui te plaît autant du coup en van? C'est le fait de pouvoir aller plus loin par rapport au sac à dos où tu voyages lentement et où effectivement tu vas peut-être un peu moins loin. Aller plus loin, non, pas forcément, parce qu'avec un avion, on fait le tour de la planète facilement. On va peut-être attendre que Oui, donc en sac à dos, on va pas forcément plus loin. Par contre, on est beaucoup plus dépendant de l'état des transports dans un pays. S'il n'y a pas de route en sac à dos, on n'y va pas. Ou s'il n'y a personne qui passe sur la route, si on ne peut pas faire du stop. Et puis faire du stop, c'est facile en Europe, mais il y a des pays où, par exemple, j'ai été au Nigeria, je ne ferai pas de stop au Nigeria. Donc c'est juste des voyages différents. On est moins dépendant des autres aussi, et je pense que le sac à dos, c'est génial sur 15 jours, 3 semaines, pour moi, mais au-delà, c'est une fatigue vraiment intense parce qu'on est très dépendant du pays dans lequel on vit. Si vous êtes en sac à dos, que vous arrivez dans un hôtel où le matelas est déchiré, il y a des cafards qui sortent du matelas, et bonne nuit. Si vous êtes en van, vous arrêtez dans l'hôtel, au pire vous dormez dans la cour de l'hôtel, quoi. Donc sur le long terme, c'est quand même un peu voyager avec sa maison. Alors après, on a tous un besoin de confort qui est différent. Il y en a qui voyagent avec des énormes poids lourds parce qu'ils ont besoin de 4 frigos pour voyager. Ok, s'ils ont besoin de ça. Moi, je n'ai pas besoin. Mon petit frigo dans ma voiture, il me suffit. Et du coup, une voiture, c'était amplement suffisant. Mais ça me permet quand même d'être chez moi à l'étranger, et du coup ça permet de choisir les moments où je peux rencontrer l'autre et rencontrer des cultures qui sont quand même très différentes. On en dit ce qu'on veut, ça peut faire rêver, mais passer des mois dans des pays avec des cultures extrêmement différentes, c'est usant, c'est fatigant. Et de pouvoir passer un moment, une soirée chez soi dans sa voiture pour bien dormir, je pense que c'est indispensable sur le long terme. Enfin ça l'est pour moi en tout cas, et j'ai pas jamais trouvé cet équilibre là en sac à dos. Donc, tu as testé d'autres véhicules avant d'avoir celui-là pour parcourir l'Afrique ? Ouais, d'abord, donc avec mes parents, on avait une Audi, une voiture plate avec juste une tente Quechua, et puis ça allait très bien. Plate. Ah oui. Et puis, une première voiture, moi j'ai eu un Dacia Duster, parce que je voulais une voiture un peu grande pour pouvoir quand même mettre un matelas dedans. Et à l'époque, je travaillais en station de ski, donc pour la neige, etc. Oui, c'était pratique. Un Duster. Et puis je l'ai gardé 1 an, et après je l'ai vendu. J'ai acheté un Volkswagen T4 synchro 4x4. À l'époque, ça valait pas grand chose. Je l'avais payé 6 000 €, je crois. Il avait 300 000 km. Mais voilà, première fois que j'aménageais un truc, j'avais envie d'un peu plus de confort, et ça m'a permis d'avoir un bout de cuisine et puis un bon matelas. Et ça, je l'ai gardé 1 an et demi, je crois. Et puis après, j'ai mon père qui est décédé, et du coup, j'ai la bonne nouvelle entre guillemets dans tout ça, c'est que du coup, j'ai touché une somme d'argent qui m'a permis de vendre mon camion et d'acheter un camping-car. Et puis, donc j'ai gardé ce camping-car 1 an, et je l'avais équipé parce que j'arrêtais pas de faire demi-tour avec, parce que j'étais bloqué, parce que j'allais toujours dans des chemins pas possibles. Donc j'avais commencé à mettre des gros pneus, à mettre un treuil. Et puis là, je dis bon, un camping-car avec un treuil, les papis, quand j'allais dans un camping, ils se foutaient de ma gueule. Et ils avaient raison, parce qu'effectivement un truc 2 roues motrices, c'est bien, hein. Surtout ce qui allait pas, c'est que c'était énorme, et que tout le confort qu'il y avait dedans, j'en avais pas besoin. Il y avait des toilettes dans le camping-car, mais je préférais faire dehors parce que c'est vachement plus confortable. Donc à un moment, transporter des toilettes que tu n'utilises pas, si tu veux, c'est sûr. voilà. Donc je voulais faire des chemins, je faisais tout le temps demi-tour, et j'avais trop de confort dans le camion. Je me dis on va réduire et puis augmenter les capacités de tout terrain pour aller en Afrique ou ailleurs. Et puis voilà, donc j'ai vendu le camping-car, et puis j'ai acheté un Land
Et je l'ai plus jamais lâché pour l'instant, je le garde. Ah ouais, qu'est-ce que tu aimes autant du coup dans ce véhicule-là? J'ai un copain qui a une belle phrase qui dit que le Land c'est un capital sympathie. Et ça c'est assez vrai. Alors en Afrique on s'en fout, mais en Europe c'est un véhicule, le 4x4 a quand même mauvaise réputation, et je pense que pour de très bonnes raisons, parce que on est quand même un paquet de débiles à massacrer les chemins et à faire des trous pas possibles où les gens ne peuvent plus passer à pied. Et puis voilà, c'est des gros véhicules qui consomment, qui font du bruit. Et je comprends qu'un randonneur qui se balade dans la montagne, il n'a pas envie de voir un machin qui fait un bruit pareil à côté de lui. Faut pas que tu te dises ça trop fort ici quand même. Je suis très ouvert à en discuter avec des gens qui ont un avis différent. Mais donc voilà, je pense que c'est... Et du coup, le Land, le fait en plus de l'avoir équipé un peu voyage, et puis d'avoir marqué un peu les destinations que j'ai fait dessus, avec des cartes du monde, etc., ça lui donne un capital sympathie où les gens ils voient que je suis pas là pour les emmerder, mais plutôt pour venir rencontrer. Et ça facilite les rencontres, donc ça c'est top. C'est quand même un véhicule un peu mythique, qui a une belle gueule. Et les gens, en général, quand on s'arrête, ils viennent discuter, ils ont envie de nous rencontrer, et ça c'est assez agréable parce que c'est pas toujours facile quand on arrive. Je trouve que quand on arrive dans un village, que ce soit en Europe ou ailleurs, nous on vient pour rencontrer les gens, mais ça veut pas du tout dire que les gens ils ont envie de nous rencontrer. Et le Land, ça permet que les gens ils viennent nous voir, et du coup c'est eux qui engagent le premier contact, et je trouve que dans le lien avec les autres c'est vachement plus facile, c'est plus confortable, surtout à l'étranger. Après, c'est un véhicule hyper bricolable, on peut quasiment tout modifier soi-même. Le toit, il tient avec des rivets, t'enlèves les rivets, un bout de colle, tu peux enlever le toit. Il n'y a aucun véhicule où tu peux faire ça. Ça veut aussi dire que si tu casses... Là, on a des copains qui sont partis 15 mois vers l'Asie centrale, Kirghizistan, etc. Ils sont rentrés, ils avaient le toit qui était fendu. On enlève les vis, on enlève la colle, on change le toit, pas de souci. C'est le seul véhicule où on peut faire ça. Tout est réparable, et puis... Il y a un vieux dicton qui dit que Land c'est toujours malade mais jamais mort. Et c'est vrai, ça tombe souvent en panne, mais c'est des petites pannes, et même en panne tu peux rouler. D'accord. Et le tien, combien de kilomètres? 250 000 maintenant, je l'ai acheté à 160 000. J'ai déjà fait 90 000 bornes en 5 ans. Et il y a une dernière chose sur le Land, c'est que c'est... j'aime pas trop ce terme, mais c'est un véhicule passion. Ça veut dire que... c'est la marque, je crois, dans le monde où il y a le plus de véhicules construits encore en circulation. Il n'y a aucune épave. Les gens qui les ont, ils veulent les garder à tout prix. Et je crois que c'est 70% des véhicules construits qui roulent encore, entre 1950 et 2016. Même des vieux machins de 1950, les mecs, ils les gardent, ils veulent absolument les faire rouler. Donc il y a plein de gens passionnés qui sont des très bons mécanos, qui bricolent ça depuis des années. Et moi, je savais que je voulais faire des voyages sur le long terme quand je l'ai acheté. Et donc je voulais pouvoir apprendre la mécanique. Et les Land, en gros, c'est tous les mêmes. Donc quand tu sais en réparer un, tu sais tous les réparer à quelque chose près. Et je savais que comme ça, je pourrais apprendre. Et ça n'a pas raté, parce que du coup, après, j'ai rencontré l'asso Allbraise Land qui m'ont hyper soutenu pendant mon voyage. On a passé des heures au téléphone pour qu'ils m'expliquent des trucs que je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, je suis autonome sur toute ma mécanique. Je suis capable de tout réparer tout seul, même des grosses opérations. Et c'est grâce à eux et à d'autres personnes passionnées comme ça, et ça existe chez aucune autre marque. Il n'y a personne qui fait ça. Et sur ton parcours en Afrique, du coup, tu étais vu comment, perçu comment, et est-ce que tu t'es arrêté longtemps dans un pays en particulier? Alors c'est difficile de résumer 14 mois de voyage comme ça, mais je me suis arrêté un peu par hasard, mais 2 mois au Sénégal pour faire du bénévolat. Je travaillais dans une école qui donnait des cours de français et qui luttait contre l'illettrisme dans les banlieues de Dakar. Complètement par hasard, j'avais pas prévu ça en partant, mais voilà, ça s'est présenté comme ça. D'autant plus que j'étais parti avec des paires de béquilles et des fauteuils roulants dans la voiture. Du coup, j'ai distribué au Sénégal. Ok. Et puis après, il y a des pays où je me suis pas arrêté du tout parce que pays dangereux, donc pas question de s'arrêter. D'autres pays où je me suis arrêté parce que je m'y sentais bien. En fait, quand je suis parti, j'avais prévu de partir 3-4 mois et d'aller jusqu'au Sénégal. Et je suis rentré avec 1 an de retard. Je pense que c'est le genre de voyage qui est difficile à prévoir, surtout que moi j'avais démissionné, personne ne m'attendait en rentrant, j'avais laissé mon chien à des amis qui étaient tombés amoureux de ce chien et qui voulaient plus me le rendre, donc et oui, je pouvais partir, quoi. J'avais de l'argent de côté, donc ça allait.
Ouais, c'est... Par exemple, au Nigeria, on a fait 70 heures de route en 7 jours. Ouais, on a traversé très très vite parce que c'est une zone de guerre, c'était vraiment dangereux, donc là on peut pas s'arrêter. Et puis comment j'étais perçu, c'est difficile de résumer parce que on est beaucoup à parler de l'Afrique, mais en fait ça n'a pas de sens, c'est comme parler de l'Europe. Oui. Vous avez parlé des Polonais ou des Espagnols, Oui. pas la même culture, pas la même langue, pas les mêmes croyances. Donc on n'est pas du tout vu de la même manière au nord du Sénégal ou en Guinée ou en Angola. Enfin, ça dépend beaucoup de l'histoire déjà des pays, mais même des villages. Je pense au Sierra Leone, par exemple, où j'étais dans des villages, ça fait 10 ans qu'ils n'avaient pas vu un blanc. Donc je dis déjà, tous les enfants qui ont moins de 10 ans n'ont jamais vu un blanc. Et les derniers blancs qu'ils avaient vus, c'était des pilleurs de diamants. Donc quand ils m'ont vu, ils pensaient que je venais chercher des diamants. Donc, il a fallu un moment pour s'expliquer, parce que je n'allais pas prendre de diamants, je n'étais pas là pour ça. Mais bon, à 21h30, tu as 10 mecs qui débarquent avec des machettes, torse nu. Bon, le voyage va peut-être s'arrêter ce soir. Finalement, non, c'était une super rencontre. Mais voilà, ça... Et il y a d'autres endroits, il y a quand même... je trouve encore une grande culture qui vient des colonies françaises où le blanc, c'est le chef qui a plein d'argent. Donc il faut, lui demander de l'argent et deux, respecter ce qu'il dit. Il y a plein de gens qui m'appelaient chef et je pense que c'est pas que culturel, c'est pas tout le monde qui les appelait chef, c'était moi du fait que je sois blanc, alors que j'étais pas du tout là pour ça, mais il reste une espèce de culture comme si on était supérieur ou je sais pas quoi, et même chez eux c'est difficile à déconstruire, quoi. Ton objectif, c'était de faire le tour de l'Afrique ? Non, mon objectif c'était d'aller jusqu'au Sénégal. Après, on verra, Inch'Allah. Mais après, voilà. Et après, j'ai découvert que c'était à peu près faisable d'aller jusqu'en Afrique du Sud, avec un point d'interrogation sur le Nigeria, mais en gros c'était faisable. Et à l'époque, c'est toujours le cas, mais on ne pouvait pas faire le tour parce que, en gros, la côte Est, on peut remonter jusqu'au Kenya et après on est bloqué. À moins de vouloir vraiment traverser des zones de guerre. Et en regardant sur les sites des ambassades, ils te disent clairement, le site de l'État français te dit que si tu as un problème là-bas, tu te démerdes, quoi. Donc, en gros, c'est un aller simple. J'avais pas envie de ça, j'avais vécu ça au Nigeria déjà et c'est une bonne expérience, mais j'avais pas envie de revivre ça, surtout que là c'était pour une beaucoup plus longue période parce qu'une fois au Kenya, on est bloqué au Soudan, on est bloqué en Éthiopie, on est bloqué en Somalie. Et puis heureusement que parce qu'après, même une fois qu'on est en Somalie, on peut arriver à remonter jusqu'à l'Égypte, mais une fois en Égypte, on ne va pas passer en Israël, ça me semble évident. La frontière avec la Libye est complètement fermée, donc on ne peut pas passer non plus. Et toutes les mers autour de l'Égypte ne proposent pas de bateau pour rentrer en Europe. En gros, on est bloqué. Donc, la côte Est, c'est impossible. Et puis surtout, il y a une grosse route commerciale entre l'Afrique du Sud et l'Europe. Et du coup, les shippings pour rentrer en bateau sont hyper faciles et pas chers. Moi, je payais 2500 € mon shipping. Quand je vois les copains qui partent du Kenya ou je sais pas où, qui payent 11 000 €, je me dis, à un moment, financièrement, c'est de loin le plus rentable de partir de l'Afrique du Sud. Et alors, on n'a pas posé au début, mais beaucoup de voyageurs vont à l'Est, d'autres vont à l'Ouest. Très peu, finalement, vont en Afrique. Qu'est-ce qui t'attirait ? Moi, ça vient essentiellement de ma culture et puis de mon boulot. En gros, dans mon boulot d'accueil des migrants, j'accueillais essentiellement des Albanais, des Afghans et des Africains. L'Afghanistan, je ne pouvais pas y aller. L'Albanie, c'était tout proche de chez moi et j'avais assez peu de liens avec eux. Les gens avec qui je m'entendais le mieux dans mon boulot et qui j'avais créé le plus de liens, c'était les personnes qui venaient d'Afrique. De différents pays. Et puis même avant, mes parents ils avaient accueilli des migrants chez eux, c'était essentiellement des Africains aussi. Et puis il y a un moment, il faut choisir une destination. Moi, l'organisation de mon boulot faisait qu'il fallait que je parte au mois de décembre. Et vu le véhicule que j'avais, c'était quand même plus agréable dans les pays chauds. Donc, ou en tout cas quand il faisait au moins 20 degrés, quoi. Donc là, j'ai des copains qui étaient au Kirghizistan cet hiver, ils prenaient moins 25 la nuit. C'est beau, hein, mais si tu passes la journée dans la voiture parce que tu es mort de froid, tu rencontres personne et tu profites pas des paysages. J'y allais d'abord pour rencontrer du monde. Finalement, c'est pas ce que j'y ai trouvé. Enfin, j'ai rencontré du monde, mais c'est pas les meilleurs souvenirs que je garde.
Mais l'objectif de départ, c'était rencontrer du monde et donc vivre dehors, et donc vivre là où il fait chaud, et au mois de décembre, et pas 50 choix, quoi. Ouais. Et puis, dernière chose, l'Afrique de l'Ouest, sur les 20 pays que j'ai traversés, il y en a 17 où ils parlent français. Donc, moi, je parle assez bien anglais, je me débrouille en tout cas. Mais c'est quand même pas ma langue courante. Je serais pas à l'aise de parler de sujets un peu complexes en anglais. En français, c'est facile. Donc si on veut rencontrer du monde mais qu'on parle pas la même langue, la rencontre est vite aboutie. Et tu as appris quelques mots en traversant. Alors, il y a beaucoup de langues, énormément de langues en Afrique. Est-ce que tu es revenu aussi avec un petit bagage linguistique ou pas ? Alors, quelques mots d'arabe, mais parce que je continue. En fait, je les connaissais déjà via mon boulot. Et je continue, parce que du coup, j'ai repris le boulot et je continue d'exploiter, mais c'est quelques mots. Voilà. Et après, j'ai un tout petit peu de Wolof, qui est la langue la plus parlée au Sénégal avec le français. Maintenant, rien qu'au Sénégal, il y a 200 langues différentes. Donc, vous faites ça fois 20 pays. Ça fait 4000 langues. Alors évidemment, il n'y avait pas 4000 langues, mais enfin même 200. Vous apprenez une langue, vous allez au village suivant, il n'y a personne qui parle cette langue-là. Alors qu'il y a toujours au moins une personne dans le village qui parle français. Donc j'ai essentiellement parlé français. Et pourquoi tu es rentré alors si tu n'avais pas de date de retour posée ? Et qu'est-ce qui t'a incité à rentrer ? Alors, je pense que c'est vraiment, pour avoir déjà échangé avec d'autres voyageurs qui ont fait ce type de voyage, c'est vraiment différent de voyager tout seul ou de voyager en couple ou à deux copains. La différence, c'est qu'il y a un certain nombre de tâches quotidiennes, un peu la même chose qu'à la maison, mais il y a un certain nombre de tâches quotidiennes qu'on doit faire, et qu'on soit seul ou deux, ça change rien. C'est-à-dire quand on fait la vaisselle, qu'il y ait une assiette ou deux, ça change rien. Mais il faut installer la vaisselle, voilà, la sécher, etc. Quand on est tout seul, on doit tout faire tout seul. Ça veut dire qu'il faut faire les visas, il faut faire la vaisselle, il faut faire la lessive, il faut planifier l'itinéraire, il faut faire la mécanique, la liste de choses à faire est immense. Et en fait, au bout de 14 mois, déjà, j'étais très fatigué. Et autant, je pense qu'il y a des pays, quand on voyage par exemple en Europe, on peut se dire, allez, on s'arrête une semaine dans un hôtel, on se repose vraiment. Dans la plupart des hôtels en Afrique, on se repose pas. Parce que c'est trop différent, il y a trop de choses à gérer. Et voilà, je pense que c'était un voyage vraiment absolument passionnant, mais fatigant. Et quand je suis rentré au bout de 14 mois, j'avais perdu du poids, j'étais vraiment fatigué, j'étais malade plusieurs fois, j'étais hospitalisé au Togo, j'étais hospitalisé en Afrique du Sud aussi. Enfin bon, voilà. Et puis, financièrement, il fallait que je retravaille. Et puis, j'avais laissé ma chienne à des amis. Ça faisait presque 1 an et demi que je ne l'avais pas vue. À un moment, un chien, ça vit 10 ans. J'avais envie de l'avoir un peu quand même. Voilà, donc et puis, c'était facile de rentrer parce que je savais que je repartirais. Vu ce que j'avais vécu, c'était évident que j'allais repartir. Pas forcément en Afrique, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, je savais que je repartirais. J'ai pas d'enfant, personne ne m'attendait à la maison, donc j'étais assez libre finalement de rentrer, de travailler, de repartir. Donc ça m'allait bien, et puis je suis quand même attaché à ma région, attaché à mon boulot. Voilà, donc ça m'allait bien de rentrer. Je pense que j'avais vécu ce que j'avais à vivre cette fois-ci, et puis c'est voir ce qui allait se passer après, quoi. Et alors, qu'est-ce qui se passe après ? Tu repars ? Alors pas tout de suite, mais ouais, c'est au programme. Déjà, il m'a fallu presque 1 an, ne serait-ce que pour me réinstaller et puis restaurer complètement ma voiture, parce que quand même, l'Afrique, on en dira ce qu'on veut, ça massacre les voitures. Donc pour tout refaire, presque 10 000 € de frais et puis 1 an de boulot tous les week-ends, quoi. Et puis là, le projet, ça serait de vendre ma voiture pour changer encore. Ah oui. Pour racheter un Land, mais un peu plus grand, un 130, équivalent d'un pick-up, et puis de construire une cellule en autoconstruction. Pareil, parce que j'ai des copains qui l'ont fait, qui sont hyper compétents là-dedans, qui en ont déjà fait plusieurs, et ça me fait bien envie, parce qu'en fait, le projet à long terme, ça serait de pouvoir repartir direction la Malaisie. Pareil, en partant de France, donc c'est-à-dire traverser toute l'Europe et puis après toute l'Asie du Sud. Et il y a des endroits où il fait vraiment très froid. Et mon véhicule, il est absolument génial quand il fait chaud, quand il fait beau, ou même si on prend 3 jours de pluie, mais passer 1 mois à l'intérieur parce qu'il fait froid, c'est vraiment trop petit.
Et puis, pour l'instant, je sais pas, est-ce que je vais repartir seul, est-ce qu'on repartira à deux, j'en sais rien. Mais à deux, dans ce véhicule-là, faut vraiment être très 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 amoureux, quoi. Donc voilà, avoir un véhicule un peu plus grand, un peu plus vivable pour quand il fait mauvais. En Afrique, j'ai eu beaucoup de chance, même pendant la saison des pluies, en fait, il pleuvait 10 minutes. Alors par contre, quand il pleut, tu peux vraiment pas sortir. Mais globalement, il a fait beau tout le temps, il a fait tout le temps chaud, donc c'était hyper agréable. Maintenant, si je prends un mois à moins 25, ça a été un peu dur moralement, quoi. Ouais. Donc avoir au moins de quoi cuisiner à l'intérieur, éventuellement prendre une douche à l'intérieur, ça serait quand même grand luxe. Voilà, donc c'est un projet un peu long terme, on verra si ça se fait ou pas, ou bien finalement je garderai celui-là parce que j'aurais trouvé à faire des modifs pour qu'il soit plus habitable à l'intérieur, on verra. Mais en tout cas, voilà, projet long terme, repartir vers la Malaisie. Très bien. Ben, merci Arthur, Merci. on peut te retrouver sur les réseaux ou pas spécialement? Eh ben, Je crois qu'il en a absolument pas. Je suis pas du tout un jeune connecté et j'invite tous les gens qui ont des réseaux à partir et à poser leur téléphone parce que partir à l'autre bout du monde pour regarder Facebook, on va rester chez soi pour faire ça. Et voilà, j'ai voyagé avec des gens qui avaient les réseaux, qui faisaient même du YouTube, etc. Et c'est super, mais c'est un autre mode de voyage. Je pense que c'est vraiment autre chose parce que j'ai quand même un paquet d'exemples de gens qui partaient avec l'espoir de voyager, de rencontrer d'autres choses et finalement qui se retrouvent à ce que le voyage, l'objectif du voyage, ça devienne mettre du contenu sur les réseaux. Eh oui. Soit parce que c'est leur mode de financement du voyage, soit parce que, je sais pas, c'est un truc un peu addictif, peut-être un peu ego trip, regarder comment j'ai la belle vie. Et puis... je pense que c'est pas le même voyage quand tu arrives dans un village pour dire bonjour ou quand tu arrives avec une caméra sur l'épaule. Et c'est vrai que moi, il y a eu un certain nombre de fois où j'étais un peu mal à l'aise dans les moments où j'ai partagé des bouts de voyage avec des gens qui avaient une caméra ou quand ils arrivent dans le village, ils cherchent d'abord comment faire des images avant même de connaître le nom du village ou de savoir où ils sont, ce qui s'y passe, c'est qui le chef, comment ça marche. Et bon voilà, en tout cas pour moi, je n'arrive pas à trouver un équilibre qui me permette de partager ça sur les réseaux sociaux. Surtout que je ne suis pas utilisateur moi à l'origine de réseaux, je ne suis pas Instagram, j'ai Facebook qui me permet de prendre des cours de mécanique, quoi, mais en gros c'est tout. Donc voilà, pour l'instant le seul mode de partage que j'ai trouvé qui me convient bien, c'est de faire ici les conférences, la radio, participer à des salons, de rencontrer des gens. Parce que ça permet que ce soit un échange et pas un truc où c'est moi qui prends une position haute, qui raconte ma vie. C'est vraiment un échange et j'apprends autant que je donne, donc ça me va bien. Chouette. Belle philosophie. Oui. Merci Arthur. Merci. Merci à vous. Bonne journée.